Le plus difficile dans la vie d'un couple, c'est d'oser vivre pleinement à trois. Toi, moi et la relation qui nous relie et nous magnifie. Alors cette citation vient de Jacques Salomé, c'est pas la mienne. Mais à elle seule, elle résume parfaitement la chronique que vous allez voir. Je vais vous partager une expérience qui répondra à de nombreuses questions ou incompréhensions que j'entends toutes les semaines dans mon bureau sur le couple. Avant de pouvoir être différent des autres, il est nécessaire de prendre conscience que notre cerveau a des protocoles imposés par la société qui l'a élevé. Cela veut dire que les questionnements que nous pensons être seuls à avoir sont en fait partagés par tout le monde. Percevoir la généralisation du fonctionnement du couple, c'est reprendre à zéro ses propres croyances et puis les faire évoluer. Lorsqu'il y a deux personnalités, il y a deux avis qu'il faut respecter. Je rencontre tellement d'incompréhensions, d'attentes, de fantasmes et de croyances sur une réalité du couple qu'il est intéressant de partager cette chronique à un plus grand nombre afin de vous autoriser à réfléchir pour peut-être sauver une relation et puis partager votre expérience. Attention, l'humour est le fusible de l'amour, du couple. Alors j'espère que vous saurez lire ces lignes, écouter ces mots, regarder ces images sur plusieurs niveaux. Qui suis-je pour parler du couple ? Je suis qu'un homme qui vit en duo depuis 35 ans et marié depuis 32. Alors je sais que ce n'est pas les années qui comptent, mais la longévité dans l'équilibre et le bien-être. Alors je vous partage simplement que s'il fallait recommencer, je recommencerais cette aventure demain sans rien changer. Cela pourrait peut-être justifier certainement mon expérience et puis vous le partagez. Est-ce que ma moitié dirait la même chose de la perception que j'ai de notre couple ? Il serait peut-être mieux de lui demander à elle et en même temps, c'est pas nécessaire. Car elle vous dévoilerait tous mes défauts. Alors malgré que certains me croient parfait, beaucoup disent que je ne le suis pas. Et puis tant mieux, car la perfection, pour ma part, est insipide et ennuyeuse à plein temps. Et vous pouvez me croire, avec ma femme, nous n'avons pas le temps de nous ennuyer tous les deux. Mon duo s'appelle Pernil, un prénom pas toujours simple à retenir. Lors de repas partagés avec des futurs amis, ils me demandent souvent, lorsque ma femme s'absente un moment, « Comment elle s'appelle ta femme ?» Alors je réponds en fait, je sais pas, je ne retiens pas son prénom. Alors comment tu fais? Comment tu l'appelles? Et là je réponds, je l'appelle pas, je la siffle. Cette réflexion crée un malaise et lorsque Pernil revient, ses ex-futurs amis s'empressent de lui dire « Tu sais pas ce qu'il nous a dit ton mari ?» Elle dit « non. » Et qu'il t'appelle jamais par ton prénom. Et elle répond « Je sais, il ne m'appelle pas, il me siffle. » Je vous rassure, Pernil utilise le même discours lorsque c'est mon prénom qui est demandé. La complicité dans un couple est la force qui permet de jouer le jeu de l'autre, quelle que soit la situation, comme un accord signé par un simple regard. Avant d'aller plus loin, je tiens à spécifier qu'un couple, c'est deux personnes qui éprouvent des sentiments l'un pour l'une, ou l'une pour l'une, ou l'un pour l'un, pour simplifier la dénomination et ne pas me faire houspiller par des différents groupes revendicateurs qui n'ont pas de vrais problèmes de vie. Je vais utiliser ce qui m'exaspère le plus, la dénomination des woke, qui se disent éveillés, comme l'est à mon avis comment s'appelle, le caernorhabditis, je ne sais plus, un ver remarquable de 302 neurones. Ouais, c'est vous dire. Donc j'emploierai le mot IEL, I-E-L pour le masculin et le féminin, ou le féminin ou masculin, faites comme vous voulez, dans l'ordre que vous désirez, mettez les mots que vous voulez à la place des miens. Le couple, c'est apprendre à gérer à deux des problèmes que l'on n'aurait jamais eu si l'on était resté seul. Ouais. En même temps, le problème peut être aussi le nôtre ou le vôtre, que l'autre va vous aider à régler. Le couple évolue autour d'une table de ping-pong, imaginez ça. Ça permet d'échanger le bonheur et les questionnements pour évoluer ensemble et trouver des solutions. La question qui revient chez les personnes qui ont du mal à s'engager est régulièrement celle-ci. Est-ce que Yel est la bonne ? Alors attendez quelques secondes, je découvre ma boule de cristal et je vais vous dire, et si c'était la bonne ? Lorsqu'on a envie de passer du temps avec une personne et rechercher sans cesse la perfection, c'est conduire votre relation directement à l'échec. Vous êtes loin d'être parfait et seule la compatibilité de vos imperfections créera un couple équilibré. Tout va très vite, trop vite de nos jours et il existe trop peu de temps à la réflexion. L'hésitation ou le questionnement est balayé d'un simple revers de main pour passer à autre chose et faire de la rédemption émotionnelle.
Zapper une attirance de peur de ne pouvoir passer 40 ans avec l'amour de sa vie, c'est comme marcher pieds nus pour ne pas être obligé de ressommer ses chaussures. Combien de couples, à votre avis, seraient passés à côté du bonheur de partager et transmettre de peur de se tromper? Et puis, si personne ne se trompait, à quoi servirait la séparation si personne ne s'engageait? Je me demande comment la perception de l'engagement serait différente si nous vivions 200 ans. Quelles seraient les croyances et les valeurs de l'engagement? Prendrez-vous des engagements si et seulement si vous seriez certain ou certaine que cela durerait 180 ans? De la même façon, vivre 200 ans vous permettrait de ne pas rechercher l'engagement à vie dans toutes les sphères de votre existence. Vous ne prendriez pas une carrière pour la vie ou même un prénom. Ça pourrait évoluer avec les époques. Vous serez tantôt végétarien, tantôt vegan ou mangeriez de tout. Vous aimeriez votre collègue de travail sans vous soucier que demain vous passeriez à un autre. Peut-être que vivre tant d'années nous donnerait l'impression de vivre l'éternité, où tout est possible. Se tromper ne serait pas important car il sera possible de recommencer à zéro le jour suivant, puis le jour suivant. En fait, tout est histoire de temps et de perception de l'importance que nous lui donnons. 80, 200 ans où l'éternité finit par devenir une normalité, et les questionnements seraient les mêmes. Imaginez un éphémère qui ne vit que 24 heures, et pourtant, il doit aussi se poser les mêmes questions. Alors pourquoi l'être humain du XXIe siècle a-t-il peur de l'engagement? J'entends souvent, si je m'engage avec Yael, est-ce que je ne pourrais pas trouver mieux? Mais mieux que quoi? Mieux que qui? Oui, il y a toujours mieux. Peut-être que Yael vous donnera l'impression que vous êtes meilleur, en vous regardant avec les yeux bovins de la personne qui observe un Dieu. Mais est-ce que Yael sera capable de vous faire réfléchir, de vous remettre en question afin d'évoluer? Est-ce que Yael sera capable de prendre des initiatives lorsque vous n'irez pas bien, de vous soutenir? Le mieux est toujours circonstanciel, et lorsque vous retirez tous les rôles de votre vie, et que vous vous attardez sur votre identité, vos désirs, vos besoins, que vous apporte la personne qui vous accompagne. Comment c'est différent? Demandez-vous ce que Yael vous apporte tous les jours. Que lui avez-vous trouvé lorsque vous l'avez rencontré la première fois? Vous savez, être en couple et s'engager, c'est partager ses réussites, ses questionnements, ses erreurs. Personne, n'ayant jamais vécu une vie de couple, ne devrait donner un avis sur les tenants et les aboutissements d'une relation. Il est nécessaire de la vivre, cette relation, de l'expérimenter, réajuster et faire confiance en la vie. Lorsque j'ai rencontré ma femme, en 1986, j'ai entendu dire « ça ne durera pas, ce n'est qu'un amour de vacances ». Waouh, les vacances, elles sont longues, croyez-moi, et elles ne s'arrêteront peut-être jamais. Je ne me pose pas la question, car le but en soi est son bonheur et le mien, mais chaque jour. Si je suis avec ma femme, c'est que j'ai choisi de l'être, et non parce qu'elle pouvait plaire à un tel ou un tel. Alors, lorsque j'entends dire « mes amis n'ont pas d'atome crochu avec elle, et je ne sais pas si elle est faite pour moi ». Oh, c'est quoi ce trip dans votre questionnement là? Ne me dites pas que vous avez choisi votre Yael pour faire des parties à 3 ou à 10. Vous trouverez toujours un ami, une personne dans la belle famille pour trouver des arguments souvent injustifiés qui cherchent à déjouer votre bonheur. La base du couple qui dure sont les valeurs partagées bien avant la beauté. Il s'agit donc d'apprendre à partager ses besoins sans les imposer afin d'être clair dès le départ. Quelques exemples qui ne sont pas dans l'ordre bien entendu pour vous aider à définir les vôtres, vos valeurs. La fidélité. Ouais. En même temps, l'inverse c'est l'infidélité et vous savez que c'est mathématique. Je vous donne un exemple. Un cocu, c'est un entier dont sa moitié a été recouvert par un tiers. Mathématique, n'est-ce pas? D'autres valeurs. L'écoute, la confiance, le partage, la famille, l'évolution, le respect, l'honnêteté, le sexe, bien entendu, le soutien, la sincérité, la solidarité, et puis plein d'autres. Mettez vos valeurs et commencez à y réfléchir. Les valeurs mutuelles sont les fondements de la vie de couple qui permettent de déterminer s'il peut y avoir mieux que Yael. Définissez vos valeurs pour pouvoir en parler dès maintenant avec Yael ou avec vous-même. Faire un choix, c'est être libre, c'est pas perdre sa liberté. Faire un choix à deux, c'est garder sa liberté de faire des compromis. Le compromis est l'équilibre intelligent de combler le besoin de Yael tout en se respectant soi-même. Ce n'est pas parce que vous vivez en couple que vous ne pouvez plus sortir avec vos amis.
faire des activités sportives ou sociales, avoir du temps pour vous à la maison, lire ou regarder Netflix, prendre du plaisir, mais surtout le partager. La beauté de la vie se partage ou alors elle n'existe qu'à moitié. De la même manière, avoir un enfant ne retire pas la liberté mais demande de l'organisation. Lorsque l'on est seul, nous organisons notre vie pour tirer la meilleure partie de nos journées pour notre propre plaisir. À deux, l'organisation se situe autour des tâches, des obligations, afin d'augmenter les moments de plaisir et de partage. Un enfant apporte la consécration d'un couple qui se projette inconsciemment en toute confiance dans un futur où l'incertitude ne doit pas avoir sa place. On ne fait pas un enfant pour ressouder un couple. Au contraire, l'enfant est la dénomination qui représente un couple soudé. Ne faites pas l'erreur des couples qui ont un déséquilibre et qui font un enfant pensant pouvoir resserrer le couple. Un enfant ne ligote pas le couple, il lui permet de grandir, d'oser la vie, de développer la confiance et l'estime de soi dans les défis de tous les jours. Vivre avec un ou plusieurs enfants demande de la volonté pour créer une organisation qui permettra de garder sa liberté. Deux choix. En prenant de l'âge, une partie de nous fait le deuil de l'adolescent qui craint de perdre sa liberté. Cette partie prend alors conscience qu'elle s'était enfermée dans une cage afin d'échapper à ce besoin, de partager son bonheur et de transmettre son expérience qui se trouve être l'aboutissement d'une vie réussie. Couple, ça veut dire binôme, bipoint. Voilà, regardez, un binôme, c'est quoi? C'est deux individus. Un yel et un yel. C'est bon ce mot, yel. Alors je ne sais pas si vous avez remarqué que la référence de l'engagement dans le mariage, c'est deux anneaux, deux cercles, deux individus. Ouais, on va les retrouver ici. Chaque individu a sa couleur, sa personnalité, son tempérament, ses envies, ses besoins. Le cercle représente les choix, la zone de confort, la sécurité de chacun, la définition de l'individu. Beaucoup pensent que le couple, c'est l'union des deux anneaux. Voilà. Là, je devrais avoir un couple. Placé ainsi, les deux individus ne font plus qu'un. Yel doit être Yel. Perdre sa couleur, refouler ses besoins, son identité et ses valeurs. Cette représentation est la soumission et non le couple. Il se peut qu'au début, les deux anneaux aient l'impression que tout aille bien, mais avec le temps, une couleur prendra trop de place et elle seule existera, sourd aux besoins de l'autre. Le couple est représenté par les accords des deux couleurs, les valeurs communes, le bonheur partagé, les compromis pour vivre à deux dans le respect de Yel et de Yel. Ça veut dire ça. Et le couple, vous allez le retrouver dans l'ovale. Alors vous allez me dire, mais il est où cet ovale? Eh bien là, seul le centre est le couple. Les deux anneaux doivent rester ce qu'ils sont dans le respect des valeurs définies par le couple. Ils représentent ce qui a créé le centre, la couleur, les activités, l'intelligence, l'humour et la répartie. Retirer une partie de la couleur, c'est changer ce qui a fait l'attirance des deux couleurs. Le respect, c'est d'accepter que personne n'appartient à personne et que l'ovale est sans cesse en évolution. Lorsque l'un va moins bien, l'autre va le soutenir, reprendre sa place, et vice-versa, chacun son tour. Le couple reste cet ovale, ce centre. Le calcul dans le couple finit toujours par devenir des munitions de reproches. C'est à toi, à moi, c'est mon tour, c'est ton tour, allez, moitié-moitié. Mon éducation a beaucoup à voir avec ma perception du partage dans le couple. Lorsque je fais une action dans mon couple, je ne me pose jamais la question de qui doit le faire. Je le fais par égoïsme, tout simplement. Soit j'ai envie de le faire pour moi, car je veux en tirer un bénéfice de plaisir personnel, plus d'espace, par exemple, en réorganisant la maison, la cuisine, parce que j'adore cuisiner. Je ne le fais pas parce que c'est mon tour, ou pour faire plaisir à ma femme, même si elle apprécie beaucoup ce genre d'action. Au restaurant, lorsque le serveur me demande si je veux une ou deux additions, je sursaute toujours au bout de 10 ans que je vais au Québec. Lorsque je sors au restaurant, j'ai le désir de passer un bon moment avec Pernille. Et ce qui est à moi, c'est à elle. Et ce qui est à elle est à moi. Il est arrivé qu'elle gagne plus d'argent que moi, et puis cela a été l'inverse. Des vases communicants dans toutes les sphères de notre vie. Savoir qui gagne le plus n'a jamais été une discussion entre nous. Sortir et lui dire c'est à ton tour de payer, c'est pour moi installer une limite de respect et d'entraide. Vous connaissez tous l'adage qui dit que derrière chaque grand homme ou femme, il y a un grand homme ou une grande femme. Je ne sais pas si je suis un grand homme, mais sans ma femme, je n'aurais jamais pu m'investir dans mes passions professionnelles. Je pouvais travailler en toute tranquillité en sachant qu'elle était là pour me soutenir et pour nos enfants. Je sais que c'était son désir à l'époque et qu'elle l'a fait parce que cela lui faisait plaisir aussi, tout en sachant que cela me rassurait aussi et me permettait d'être serein.
vase communicant. Nommer le tour à qui de faire, c'est reprocher à l'autre de ne pas prendre d'initiative et de vouloir échapper à ses devoirs. Cet équilibre naturel dans le couple se définit au départ de la relation. En découvrant le plaisir et les forces de chacun, le couple devient une évidence. Parlons des obsessions dans le couple. Chaque individu a des obsessions. Propreté, alimentation, sport. Et ces obsessions sont toujours de l'extrême. Ça peut être même de la maniaquerie au niveau hygiène et ménage. Sachez que ce sont vos obsessions et que en étant dans l'extrême, vous les imposez à l'autre. Les imposer à l'autre, c'est les emmener dans des limites qu'ils ne sont pas prêts à atteindre et qu'ils ne perçoivent pas. Ils ne perçoivent pas la différence entre ce que vous voulez et ce que eux ils font. Vos obsessions doivent faire partie des compromis dans le couple. Si vous n'y arrivez pas, faites-vous accompagner. Un psychologue aura un grand plaisir de pouvoir vous accompagner dans vos obsessions pour comprendre quelle est la base de cette problématique, pour pouvoir partager ensuite avec Yael. Si vous êtes maniaque du ménage, c'est votre besoin de propreté extrême. Vous ne pouvez pas reprocher à Yael de ne pas faire le ménage comme vous. Faites-le comme vous l'aimez, mais ne lui reprochez pas de ne pas le faire comme il le faut, ou plutôt comme vous l'exigez qu'il soit fait. S'il le fait, c'est pour prendre du plaisir ou vous donner aussi ce plaisir de ne pas le faire. Le ménage fait partie de l'ovale. Votre exigence, c'est votre couleur, votre perception d'une réalité qui n'est que la vôtre. Réfléchissez la prochaine fois où vous ferez une activité qui vous semblera une corvée pour vous. Pour quelle raison faites-vous cette activité? Corvée à votre sens? Est-ce que cela fait partie de l'ovale? Si vous pensez que ce n'est pas à vous de le faire, quelle est la raison primaire pour que ce soit vous qui vous y collez? Qu'allez-vous en tirer de le faire? Quelle satisfaction allez-vous avoir? Il y aurait beaucoup à dire encore sur le partage dans le couple, ce qui est acceptable ou non. Tout cercle a ses particularités, comme tout ovale a ses déclarations de valeur. Relisez les lignes précédentes en changeant les mots pour mettre votre histoire à la place et vous autoriser à faire des liens avec vos mots, votre vécu, votre expérience. Je vous rappelle que l'homme a tendance à se raconter des histoires. Prenez le temps d'aller lire les blogs, les chroniques sur mon site internet. Je vous parle d'ailleurs des histoires, rien que des histoires. Lorsque vous désirez communiquer, soyez très clair. Ne partez pas avec la présupposition de la conviction que Yael sait exactement et précisément ce que vous dites. Les sous-entendus sont le poison de la compréhension et votre histoire devient un vrai vaudeville. Il serait intéressant, dès l'école, qu'il soit enseigné l'art de la communication, afin de comprendre comment l'autre s'exprime pour parler le même langage. Allez encore sur le site internet, découvrir la communication d'impact. Je vais vous donner un exemple. Imaginez une personne, sensoriellement visuelle, on va l'appeler 1, tournée vers elle-même, amoureuse et introvertie. Yael, conjoint numéro 2, est auditif, tourné vers les autres, amoureux mais extraverti. 2 parle beaucoup et fait relativement souvent des allusions à Yael, le numéro 1, pour lui exprimer ses attentes. Mais voilà, 1 est visuel, ne voit pas à travers les mots qu'il entend, ce que veut 2. 1 ne sait pas, qu'il ne comprend pas que 2 désire quelque chose de précis. Comme 1 ne veut pas se fâcher avec 2, il répond « ouais, si tu veux ». Absolument à tout, pour ne pas créer de problème. Comme 1 ne réagit pas à la demande de 2, Yael pense que 1 ne veut pas faire d'efforts et lui reproche de ne pas l'aimer. Être clair dans ses demandes en utilisant du multisensoriel ou tout simplement du visuel aurait évité une suite d'animosité et de fausses histoires. Est-ce que 2 a dit clairement à 1 ce qu'elle attendait ou est-ce que 2 suppose que 1 devrait savoir ce qu'elle attend? Alors le ton monte entre 1 et 2. 2 fait la tête à 1, boude, puis la communication finit par reprendre au bout de X jours. Alors 2 dit à 1 qu'il n'a pas d'attention vers Yael, qu'il ne pense jamais à Yael, pas de sortie ou de week-end, qu'il ne pense même pas à lui ramener une bouteille de vin le soir pour qu'ils puissent boire un verre ensemble. Continuons l'histoire. Le lendemain soir, 1 revient du travail en déposant sur la table du salon la bouteille de vin préférée de 2. Yael veut se racheter, démontrer que Yael pense à 2 et veut lui faire plaisir. Beau geste, n'est-ce pas? Belle intention de la part de 1. Il veut arranger les choses pour lui signifier à 2 qu'il a compris et qu'il l'aime. Bah ouais, mais le problème, c'est que 2, il a trop attendu pour bien expliquer ses attentes à 1
Et elle atteint un point de non-retour. Alors là, 2, c'est... 1 est content de lui et attend que 2 voient la bouteille. Mais voilà. 2 voient la bouteille. Et ben quoi? T'es fier de toi? Si je te l'avais pas dit hier au soir, tu ne l'aurais pas fait? Bah, tu peux l'avoir tout seul, ta bouteille. Vous pensez que j'exagère? Eh bien non, je l'ai entendu plusieurs fois dans mon bureau et d'autres choses bien plus stupides. Communiquer s'apprend, je ne cesse de le dire. Il arrive un temps où les reproches sont tels que quoi que vous alliez faire, vous aurez toujours tort. Tout sera refusé. C'est ce qu'on appelle la double contrainte. Tu le fais, je ne suis pas content. Tu le fais pas, je ne suis pas content. Bon, résumons un instant pour conclure. L'être vivant est fait pour vivre en couple. 2 identités s'attirent et peuvent former un duo à la seule condition de déterminer les valeurs, je vous rappelle, ces valeurs, cet ovale qui les rapproche dans le respect et l'entraide. Le coup de foudre n'est pas une obligation. Si le sexe est une partie importante dans une belle relation, ce n'est pas suffisant. Je vous rappelle que le physique est important, peut-être au départ, mais que rien ne dure. Tout se fane, malheureusement. Et encore, quand je dis faner, c'est je blessais personne. Mais la vie est ainsi faite. Et je dirais que tout se fane, même cérébralement. On finit par prendre l'habitude d'une certaine beauté et puis ne plus considérer comme de la beauté. Donc, il est clair que l'apparence physique, peut-être ce qu'on peut ressentir au départ, est une chose qui est importante, mais ça ne suffit pas. Il est nécessaire d'apprendre à se comprendre au-delà des mots et des mots. Communiquer, c'est comprendre le fonctionnement de l'autre pour faire des liens entre les besoins des 2 entités et savoir les exprimer dans le langage de l'autre. L'amour permet de faire des compromis entre ce qui est important dans les choix pour elle ou pour soi. Il s'agit aussi de se demander si vous envisagez le couple comme une unité ovale ou 2 unités qui cohabitent ensemble. Le couple est un bonheur qui se partage dans le moment, dans les projets et non à savoir si c'est le yel de sa vie. L'avenir, les efforts et les choix que vous ferez, vous le diront. Dans tous les cas, pour ne pas vivre des regrets, il est bon d'aller au bout de sa relation avant d'y mettre fin. Tout comportement excessif est un non-respect à yel. S'aimer n'est pas une question d'argent. S'aimer, c'est grandir yel à côté de yel. Messieurs, les dames sont attirées sexuellement par des personnes qu'elles peuvent admirer avec des connaissances et de la réflexion. Les gros bras et les abdos ne durent qu'un temps, croyez-moi, et ça m'arrange. Le coup de foudre est souvent dirigé par la perception du physique, mais l'amour se développe avec la richesse du partage. La classe de la société dans laquelle vous trouvez peut être une barrière, mais avec de la culture et du savoir-vivre, les frontières peuvent tomber facilement. Si vous êtes un gros lourd, graveleux, imbu de vous-même et recherchez le plaisir, égocentrique, ne vous étonnez pas avec le temps de vivre une solitude qui sera difficile à combler. Pour ma part, le non-respect, l'infidélité, la violence sont des points de rupture définitive, mais ce sont que mes valeurs. Donnez-vous une chance de vous connaître et vous évoluerez. Ne prenez pas une décision parce que votre ego a été froissé. J'entends dire qu'après très peu d'années, le couple entre dans une routine et l'amour est différent et que les relations sexuelles, entre autres, sont éphémères. Vas-y, par la main, gros. Rien de tout ça n'est vrai. Après 34 années de vie commune, notre relation s'épanouit chaque jour avec ma femme et c'est de mieux en mieux à tout instant, avec toujours autant d'amour malgré une vie externe de notre couple professionnel migratoire qui ont été très mouvementés. Lorsque le couple est entretenu et que la routine ne fait pas toujours partie de la vie, il ne s'estompe pas. Le sexe, bien entendu. La libido n'est pas toujours au rendez-vous tout au long des événements, mais cela ne veut pas dire qu'avec le temps, c'est une fois par mois, les relations. Elle s'entretient facilement à 2 fois par semaine, voire plus. Tout dépend du désir de chacun, et c'est encore une fois le désir entretenu qui le détermine. Pour vous remercier d'être déjà arrivé jusque-là dans cette vidéo, je vais vous raconter une petite anecdote. Et vous le gardez pour vous. Pour mes 50 ans, j'ai voulu faire un cadeau original à ma femme. Je suis allé chercher sur Internet une pilule de Viagra pour essayer. J'en ai pas besoin, mais c'est une expérience pour qui fait réfléchir. Alors, ces pilules sont très chères, mais cela pouvait en valoir la peine. Alors le soir de mon anniversaire, je l'ai dit à ma femme. Elle était d'accord, alors j'ai pris ma pilule et l'expérience a duré 4 heures et 10 minutes.
Ouais, 4 heures et 10 minutes. J'étais essoufflé et j'ai dit à ma femme quand j'ai terminé, alors? Et elle m'a répondu, ça fait cher pour 10 minutes de plus. Bien entendu, c'est une blague, une boutade que vous pourrez reprendre à votre compte. Je ne veux pas passer pour un prétentieux car le sexe pour moi appartient au couple et l'exposé ne fait pas partie de mes valeurs. Il est important aussi de respecter le désir de chacun. Il y a souvent des solutions, consultez s'il y a une problématique. Le sexe est un désir et un acte qui doit être approuvé par les deux parties. Certaines personnes ont besoin de plus de sexualité que d'autres. Parlez-en, trouvez des solutions, faites des jeux, consultez. C'est pas parce que vous êtes marié que vous avez absolument tous les droits. Pour ma part, je ne voudrais pas passer pour un prétentieux car le sexe pour moi appartient au couple et l'exposé ne fait pas partie de mes valeurs. Mais je vous dirai juste ceci, pour que vous compreniez ma position. Qui a un œil, qui tire la langue et qui fait l'amour comme un dieu? Allez-y, prenez le temps, réfléchissez. Qui n'a qu'un œil, qui tire la langue et qui fait l'amour comme un dieu? Le couple s'entretient tous les jours par des petits gestes, des actions et beaucoup de communication. Apprenez à communiquer et faites confiance à la partie qui sait. Je vous remercie d'avoir été jusqu'au bout de cette vidéo. N'hésitez pas à le savoir avec un petit like, un petit abonnement ou écrivez-moi un petit message. Je vous remercie, à très bientôt.